parler de biodynamie et de vin surtout, avec de belles images. Donc Guillaume, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avant l'été. On a déjà fait des projections à Chalonnes, à Toircé. Il en a fait pas mal dans le département et aussi dans d'autres régions, Bourgogne, dans le pays nantais, je crois récemment. Et donc voilà, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est un vigneron à la base et qui est devenu réalisateur. Et j'étais assez séduit et par la forme et par le fond, et par la beauté des images. Ce n'est pas toujours le cas dans les films, dans les documentaires. Je vous laisse juger et je leur laisse la parole tout de suite. Donc Guillaume, tu peux te présenter à Richard. Déjà, merci d'être venu ce soir, c'est un plaisir de venir ici et puis en plus qu'à Richard la conférence aussi parce que c'est la première fois qu'en fait on fait une conférence ensemble, c'est bien. Pour parler rapidement, donc comme tu l'as dit François, moi je suis vigneron de formation, j'ai fait toutes mes études dans le vin, j'ai travaillé sur plusieurs domaines en bio et en biodynamie. Je suis même parti en Nouvelle-Zélande travailler sur des domaines en bio, donc plutôt viticole. Et en revenant, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de faire un film sur la biodynamie. Alors, c'était pas du tout un film qui était censé sortir au cinéma au départ. Et puis, finalement, en fait, bon an mal an, ce film est sorti au cinéma en mars dernier, sur des projections plutôt ponctuelles. Et le but, c'est un petit peu de rendre beaucoup plus grand public cette notion de biodynamie, cette méthode culturelle qui est quand même relativement terre à terre. Alors après, on ne va pas en discuter plus longtemps, on pourra en discuter après. Vous aurez en fait vu le film. Quelques viticulteurs dans la salle? Je sais qu'il y en a au moins, il y en a quelques-uns. Oui, alors moi je suis pas du tout vigneron de formation. Il se passe que je fais quand même du vin et puis que j'essaye de me former, tout simplement, ça va pas plus loin. On vous laisse regarder le film tranquillement, on va discuter tout à l'heure et puis débattre bien volontiers. Vous avez pu voir au générique Bourse des Figeonnes, je le disais tout à l'heure, Guillaume, jeune réalisateur, puisque vigneron à la base est devenu cinéaste, et qu'avec une bourse des Figeonnes, je ne sais pas combien tu as eu pour ta bourse des Figeonnes, 3 000 €. Donc en gros, tu as fait un film avec 3 000 € et puis tu as mis beaucoup d'argent personnel et d'investissement personnel. Un petit peu les vignerons, mais pas beaucoup. Et puis voilà, j'ai monté une petite entreprise de création de site internet. J'ai travaillé chez les Brettes, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils sont beaucoup à l'écran. Donc vous les voyez beaucoup, mais en fait je travaillais chez les Brettes et c'est pour ça, en fait, les images, on les faisait quand on travaillait, donc j'avais de la caméra avec moi, on faisait les images en même temps. Et puis après, c'était fait sur les week-ends, les vacances. Voilà, même avec 3 000 €, on peut faire un film quand on a de la volonté. Déjà, c'est comme à l'amiac. Voilà, après, c'est vrai qu'un film comme ça, c'est autour avec la distribution cinéma, on se retrouve autour de 80 ou 100 000 €. Si je compte mon temps. Donc, bien sûr, je ne suis pas payé, donc ça va mieux. Mais peut-être que vous avez des questions, ou alors moi je peux rapidement parler parce que j'ai... Vas-y, si tu peux amener des compléments au film, puis après, l'idée c'est de laisser quand même la parole majoritairement à la salle. Et puis, voilà, que Richard et Guillaume puissent discuter de nous. Bon, en fait, moi j'ai l'habitude de faire ce débat, donc j'ai déjà toutes les questions qui sont... je sais qu'est-ce qui pose question. Alors, quelle est la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique? C'est une question normalement qui devrait arriver d'ici peu de temps. Alors, l'agriculture biologique, si vous voulez, c'est l'utilisation de cuivre et de soufre, en plus avec l'utilisation de préparations. À l'heure actuelle, on trouve des préparations de plantes, de tisanes, comme on peut voir dans le film, mais qui sont déjà tout préparées, avec donc bien sûr les labours des sols, de l'utilisation de désherbants. Et c'est ça essentiellement en fait l'agriculture biologique, c'est-à-dire l'utilisation de produits naturels pour en fait traiter la vigne. L'agriculture biodynamique utilise en plus, c'est vrai que c'est de là qu'est arrivée notamment l'utilisation des tisanes dans l'agriculture biologique. C'est de là, il y a également la bouse de corne et la silice qui sont des préparations spécifiques à la biodynamie, qui ne sont pas encore utilisées en agriculture biologique. Il y a et également toute la philosophie en fait qu'il y a derrière cette méthode de travail. Ça répond en partie à la question. Après, il y a beaucoup d'autres choses, voilà. Également, à l'heure actuelle, on parle de vin en biodynamie alors qu'on parle de vin issu d'agriculture biologique. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le vin est certifié en biodynamie avec la marque Déméter, en fait, qu'on entend parler un petit peu dans le film, mais c'est la marque qui certifie en fait l'agriculture biodynamique, que ce soit en céréales, en viticulture, en arboriculture, en maraîchage.
C'est une marque en fait qui certifie donc des vins avec un cahier des charges en vinification. Alors qu'en biologie, pour le moment, il n'y a pas de cahier des charges en vinification. Donc on peut faire des vins avec plus de soufre, alors que par exemple en biodynamie, les doses sont limitées. Et il y a une autre marque qui s'appelle Biodivin qui limite encore plus. Après, la deuxième question, c'est pourquoi dans le film, en fait, quand on entend beaucoup parler de biodynamie, on entend parler de lune, des astres, de choses qui sont beaucoup plus reliées en fait à tout ce qui est planétaire. Alors moi, c'est un choix un petit peu personnel de ne pas l'avoir mis parce que c'est des choses qui sont beaucoup discutées. Moi, j'ai fait toutes mes études dans le vin. C'est vrai que quand j'étais à l'école, on me disait ouais, toi, va traiter ton atmosphère. Voilà. Moi, j'avais envie de faire un film de terrain plutôt, donc des gens qui sont terre à terre, montrer justement tout ça. Et au travers du film, j'ai essayé de montrer plutôt ça donc j'ai occulté en partie tout ça parce que, par exemple, les brettes chez qui je travaillais ou des gens comme Thierry Germain, ils font attention à ça. Et ce qui prône en grande partie, c'est finalement, lorsqu'un sol est ressuyé, et ben c'est le moment de le labourer. Enfin, tu pourrais peut-être répondre aussi un petit peu à la question, Richard, après, mais c'est vrai que je vais utiliser sûrement les calendriers lunaires, mais faire attention quotidiennement, tout le temps, au calendrier lunaire plutôt. Donc au niveau des traitements, par exemple, quand il pleut, c'est pas le moment de passer, malgré que je veux dire, les astres soient bien alignés. Voilà, c'est compréhensible, on ne va pas traiter lors un jour de pluie. Donc c'est aussi ça que j'avais envie de mettre en évidence, et que finalement on pense beaucoup à la biodynamie sur cet aspect-là, et il y a énormément d'autres choses qu'on occulte quand on parle de biodynamie. J'avais plutôt envie de mettre l'autre partie. Et après, donc voilà, c'est un choix personnel. C'est vrai qu'en 82 minutes, on ne peut pas mettre... moi, ça fait 6 ans que je travaille sur des domaines comme ça. C'est pas évident. Peut-être que tu peux ramener quelque chose. Alors Richard, je respecte que tu es... je vous avais vu à Rabelais, donc tu viens en voisin. Moi, j'interviens plus dans le domaine politique, comme vous avez pu le voir, dans le film. Je me limite à ça, le problème des banlieues qui est mal résolu. Non, mais c'est vrai, on en revient à ce que dit Guillaume, ce qui est évident, mais j'ai envie de vous laisser poser des questions, parce que, en fait, c'est très simple, hein, tout ça, c'est toujours une histoire de bon sens, quoi. C'est de vivre sur son lieu, et puis d'essayer de respecter au maximum son lieu. Alors, suivre les astres et tout ça, c'est très facile si on ne travaille pas dans sa vie. Si on y travaille, on fait un petit peu comme on peut, quand on peut. Et ça, il ne faut jamais oublier, ça c'est la règle que donnera tout vigneron. Hein. Quand vous faites un travail de sol, vous aimez beaucoup, vous pouvez consulter votre calendrier, mais vous allez quand même le faire quand la terre est la meilleure pour passer. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et posez donc des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste, ça fait combien de temps que tu es en biodynamie et est-ce que tu as connu le conventionnel, le bio voilà, je sais qu'on discutait pendant le repas, mais tu as toujours de bons rapports avec ceux qui font du vin conventionnel. Oui, t'es gentil de me poser la question là. Moi, j'ai rien connu de tout ça. Moi, je suis normal. Donc, je ne peux pas imaginer qu'une agriculture conventionnelle existe. Pour me présenter un petit peu, moi, je viens au monde du vin en étant amateur. Je suis vraiment amateur de vin, passionné de vin. Durant 20 ans, je sillonne les vignobles et on finit par comprendre au bout d'un moment que mettre un désherbant dans une vigne, c'est une incohérence absolue, quoi. Donc évidemment, le jour où j'ai eu la chance d'avoir une vigne, j'ai pas mis de désherbant. Je ne me suis pas fait certifier à la suite parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et puis parce qu'on voit les choses aujourd'hui, en 2011, vous entendez tous parler biodynamie sans arrêt. Mais lorsque j'ai eu la chance d'avoir ma vigne en 96, la bio, ça n'existait quasiment pas. Elle était en proie au conflit habituel entre les anciens qui pensaient que c'était uniquement destiné à des gens qui allaient élever des moutons dans le Larzac. C'était un peu les idées là sur le bio en 1996. Il ne faut pas oublier, hein, il y a 10 ans, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui dans le monde du vin. Il n'y avait pas encore ce réveil. Donc évidemment, j'ai travaillé en bio dès le départ, et puis je me suis mis en bio, je crois, si je le sais, en avril 2002. Voilà, parce que on était dans une période où on commençait à travailler en termes de communication, hein, au niveau politique, hein, puisque je suis invité en tant que spécialiste de la politique. Et on commençait à en parler un petit peu, puis on commence... Vous le savez sans doute aussi, on est sans arrêt seriné par cette histoire de environnementalement bon.
Et finalement, c'est un discours que tout le monde peut employer. On a une voiture environnementalement bonne, on a une attitude environnementalement bonne. Donc, voilà. C'est tous ces termes qui sont terribles. Et à un moment donné, effectivement, il faut se faire certifier parce que vous apercevez que l'ensemble des vignerons viennent tous absolument respectueux de la nature, mais que finalement des gens qui peuvent se faire certifier, il y en a quand même pas beaucoup, quoi. Alors à un moment donné, c'est vrai qu'il faut mettre le point sur la table et puis rentrer dans un petit peu rentrer dans ce processus comment dirais-je, de labellisation. Enfin, c'était mon opinion à l'époque, en 2002, j'insiste toujours pour le rester, même si personnellement je ne mentionne pas sur mes étiquettes, mais ça c'est pour d'autres raisons, c'est des raisons commerciales. Ok, merci. Alors, la parole tout de suite. Réaction sur le film, comment vous l'avez ressenti, puis des questions peut-être plus techniques ou pointues. J'aimerais savoir pourquoi vous retournez les sols. Pourquoi vous labourez? Non. Alors, moi, chez moi, je laboure pas. Je laboure pas parce que j'ai pas des terrains qu'on peut labourer. Là-dessus, on va se retrouver toujours sur cette même histoire de travail de sol. Alors, il y a des vérités qui sont vraiment propres à chaque terroir, quoi. Et vous avez vu le travail à la fin du cheval, qui chausse la vigne, qui la déchausse. Moi, chez moi, je ne le fais pas. Je gratte simplement pour ne pas avoir de concurrence d'herbe. Donc, je vais gratter sur une superficie très, très faible. Et ça, c'est dû au fait que j'ai beaucoup de cailloux, quoi. Donc là-dessus, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas de règle. Mais la principale règle qu'on va voir, c'est l'accompagnement de la vigne au milieu des autres végétaux. Parce que lorsque vous avez une vigne dans les pieds, il y a quelque chose qui est gênant, c'est que c'est absolument pas naturel. Une vigne plantée droit sur un terrain, un hectare, des rangs, ça n'est pas naturel, mais votre rôle en tant que vigneron, c'est de l'assimiler dans l'écosystème. Donc vous devez faire avec les plantes qui existent. Selon votre endroit, vous allez vous apercevoir que si vous laissez pousser l'herbe, si vous laissez pousser éventuellement les chênes au milieu de la vigne, ou les pêchers ou autres, vous allez avoir une vigne qui étouffe et qui ne peut pas s'en sortir. Alors à un moment donné, vous vous dites qu'il faut limiter la concurrence. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Donc, il n'y a pas jamais de règles selon les vignobles. Moi j'ai des terres je pense qu'il est bon de travailler comme ça. Après, il n'y a pas de vérité. On le voit chez les Brettes, ils ont des terres rouges, beaucoup plus argileuses, beaucoup plus profondes. Et je pense que... Oui, vas-y. Voilà, c'est vrai que Richard, sur ces sols, c'est vrai qu'on ne les voit pas trop dans le film, mais il y a énormément de cailloux. Après, c'est la grosse question, justement, dans les débats. Pourquoi, en fait, alors que Claude Elia ou Rion, qui viennent demain animer un débat, justement, ils prônent la non-culture. Alors c'est vrai que dans les vignobles, c'est moins évident de ne pas faire de la non-culture parce que ça t'adapte à des sols assez profonds finalement, qui sont plutôt adaptés aux céréales. Et en fait, par exemple, chez les Brettes, comme on voit dans le film, c'est des terres, comme le disait Richard, c'est des terres très rouges, c'est de l'argile, et c'est très peu profond en fait. Il y a des endroits où il y a 30 cm de sol. Et si on laisse de l'herbe sur le sol, il y a une concurrence assez importante avec la vigne, qui fait que la vigne a des carences, qui fait que la vigne en fait ne produit plus les mêmes raisins, et même peut aller jusqu'à ne plus produire de raisins en quantité suffisante pour une exploitation sur l'île. Après, il y a des gens comme François Chiden, qui se trouve à Montlouis-sur-Loire, en face de Vouvray, qui font de la non-culture. De la non-culture, c'est-à-dire qu'ils labourent les sols, mais que un tout petit peu sous les rangs, voire même pas du tout. Sous les pieds, ouais, sous le pied, c'est un petit peu labouré, mais au niveau du rang, il n'y a absolument pas de labour de l'année. Il arrive à avoir des résultats qui sont assez intéressants, parce que ces vins sont reconnus au niveau, il n'y a aucun souci. Après, ça dépend vraiment des sols, ça dépend des personnes, ça dépend de tout. Après, on n'a pas les mêmes sols en viticulture qu'en céréales, c'est pas les mêmes sols. J'espère que ça répond à la question. On a vu dans le film des vaches avec l'importance des cornes, et je me demandais comment vous liez les bovins avec la vigne, si c'est juste avec le fumier. Alors, donc déjà Steiner, lors de sa conférence, en fait, déjà Steiner était absolument anti-alcool. Déjà sur le concept, le vin, la viticulture n'était pas du tout accommodée à la biodynamie.
parce que l'alcool était interdit, parce que lui, il ne buvait pas l'alcool, voilà, il a été poussé. Donc déjà, la viticulture, on est un petit peu spécifique. Après, en plus, on est dans une monoculture, alors que la biodynamie est plutôt sur un aspect des exploitations globales avec les propres légumes, les vaches et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la biodynamie s'est beaucoup plus développée dans le vin que en maraîchage, ou en céréales, ou même en élevage, parce que les vignerons sont beaucoup plus stricts peut-être avec eux-mêmes et arrivent à faire des essais qui sont, on va dire, assez intéressants pour l'agriculture biodynamique, notamment Pierre Masson a beaucoup fait de conseils à ce niveau-là. Et alors, il y a de plus en plus de domaines, donc les céréales, l'arboriculture et tout ça qui s'y mettent, mais ça demande du temps. Et il y a des domaines, en Bourgogne, parce que c'est vrai que finalement la valeur ajoutée à la bouteille est un peu plus importante, donc c'est plus facile d'arriver à ça, qui investissent à plusieurs sur des exploitations élevage, céréales, maraîchage, pour en fait avoir leur propre exploitation agricole, leur propre bouse de vache, donc sans antibiotiques, parce que bien sûr de la bouse de corne, comme vous voyez, ne fonctionne pas avec les antibiotiques. Bon, on ne parle pas trop de compost dans le film, mais tout le monde utilise le compost, donc c'est la même raison. S'il y a des antibiotiques dans la bouse de vache, finalement on n'arrive pas à avoir des composts avec des odeurs de putréfaction comme on sent beaucoup dans la nature. Alors, partout en fait en France, on sent en passant à côté d'un champ que ça pue, en fait c'est pas normal. C'est parce qu'en fait les fumiers, les urines de vache et tout ça, en fait croupissent. On arrive à un système où on est complètement mort au niveau justement des bousses de vache et tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir, et qu'on utilise à l'heure actuelle la chimie, parce que c'est l'une des seules solutions qu'on a pour aller dans ce sens-là, à part justement revenir vers une agriculture un peu plus proche de la nature. Petit à petit, les vignerons les agriculteurs qui sont comme ça en Birmanie, arrivent à se fournir eux-mêmes en bouse de vache, à faire leur propre bouse de corne, à se fournir avec leurs propres plantes, mais ça demande du temps parce que là, vous voyez des vignerons qui font 25 métiers en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont tractoristes, presque mécaniciens, parce qu'ils ont aussi des tracteurs, hein. Il n'y a pas que le cheval. Ils sont aussi, bien sûr, vignerons, vinificateurs, commerciaux, parce qu'à l'heure actuelle, si on n'arrive pas à vendre notre vin, ça ne marche pas. Donc c'est aussi parce que c'est compliqué de tout faire, qu'il y a des gens qui le font comme Pierre Masson. Vous nous avez expliqué la différence entre l'agriculture biologique et la biodynamie, mais votre sentiment personnel par rapport à ça, pourquoi ne pas utiliser l'agriculture biologique plutôt que la biodynamie? Je réponds. Pour moi, c'est simple, c'est un cheminement. C'est qu'au départ, vous travaillez, moi je l'ai vécu comme ça, quoi. Vous travaillez, vous dites, évidemment, si je veux faire du vin, je ne vais jamais mettre de désherbant sur mes sols. Après, vous êtes confronté à la recherche de solutions sur les maladies, quand vous avez l'oïdium, du mildiou, ça c'est les grandes maladies de la vigne. Alors là, je suis obligé de faire appel à mon parcours, hein. Moi, j'ai pas de culture pas d'études justement dans le domaine viticole, peut-être heureusement d'ailleurs. C'est ce qui m'a permis d'aller voir des vignerons, des gens qui ont une certaine expérience et puis qui parlent assez honnêtement sur la façon de pouvoir traiter les choses. À un moment donné, une fois qu'on commence un petit peu à se débrouiller, à peu près juguler ces maladies, et ben on fait ses propres expérimentations. Et petit à petit, on va évidemment diminuer les doses, ce sera le but. Et diminuer les doses, ça veut dire intervenir au meilleur moment possible, ça veut dire être le plus souvent possible dans sa vigne. Ça compte quand même beaucoup, hein, au niveau des traitements. Ça veut dire beaucoup échanger humainement. Et tout ça, finalement, fait qu'à un moment donné, il y a un objectif de progression, quoi. Si on aime un petit peu ça, on va vouloir se dire, on va toujours essayer d'aller plus loin. Donc la biodynamie, c'est un passage. Et moi, j'aime pas beaucoup le terme biodynamie avec un grand B, parce qu'on l'utilise beaucoup dans tous les sens. Ça revient à tout moment et ça revient surtout à des moments commerciaux. Alors qu'au niveau commercial, on s'en fout complètement. Le problème n'est pas là. Pour moi, on est simplement sur un cheminement de progrès. Et le cheminement de progrès, il nous amène simplement à échanger. Donc,
c'est l'échange humain, ça c'est important, parce qu'en tout cas en milieu viticole j'ai pu l'observer. Les échanges dans les années 80 ou 90 entre les vignerons n'existaient quasiment plus. S'il y a des anciens vignerons qui sont ici, ils peuvent facilement en parler. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut remettre en place un lien, il faut remettre en place quelquefois des systèmes d'entraide. Et c'est à partir de tout ça qu'on se pose des questions sur le végétal et qu'on essaye d'évoluer. Et l'observation des uns des autres, et qui va loin, ça va jusqu'à la Lune, ça va... c'est ces histoires d'anciens, quand on fait les mises selon la Lune. C'est vieux comme le monde, les purins d'ortie, c'est vieux comme le monde. En fait, on essaye de donner aujourd'hui une définition un petit peu pompeuse, alors que ça s'appelle simplement l'observation, c'est la paysannerie. Là, ce sont des gens qui parlent très bien de vos caméras, mais il y en a beaucoup d'autres en France qui savent aussi parler. Il y en aura d'ailleurs dans les bonus du DVD qui sort en 2012, mais c'est aussi pour dire que j'ai pas pu mettre tout le monde parce que il y avait au moins une dizaine de vignerons que vous voyez dans les remerciements qui parlent aussi très bien et qui expliquent d'autres choses. Il y aura un bonus sorti. Voilà, il y aura 2 heures de bonus à peu près sur voilà, du genre Richard qui fait grelotter ses mains l'hiver, apparemment, et puis l'autre vigneron qui fait des fûts avec le bois d'un seul arbre. On est à une extrême donc de la finesse, mais si on regarde le département de l'Aude, à 110 000 hectares de vignes, est-ce que c'est pas anti-biologique? Et est-ce qu'il n'y aurait pas à avancer vers des séparations de parcelles, faire de l'agroforesterie en vigne, mais en bio, par exemple, si vous faites 600 hectares de blé sans un arbre, sans un oiseau, on peut le faire en bio, c'est vrai, mais est-ce que c'est écologique? Est-ce qu'il n'y aurait pas à tirer quelque chose? Après, il y a toute cette réflexion qui est faite. Quand les gens ont commencé à réfléchir à tout ça, ils essayent de mettre en place justement des haies dans leur parcelle. Alors c'est pas évident parce que justement à côté par exemple de chez les Brettes, il y a des vignerons qui sont en agriculture traditionnelle et qui vont couper la haie chaque année. Alors c'est dur de leur dire non, il ne faut pas couper la haie, on va essayer de faire des haies pour que justement les animaux puissent se mettre dedans. Et c'est pas évident sur les grands crus bourguignons d'aller dire à quelqu'un on va mettre un arbre fruitier en plein milieu de vos vignes. Non, vu le prix de la bouteille, les gens ne veulent même pas se le permettre. La politique à l'heure actuelle ne permet pas d'aller justement vers cette agriculture. C'est pas poussé derrière par des gens qui ont envie vraiment que ça se développe. Des gens qui sont prêts à s'installer sur des exploitations beaucoup plus petites en faisant un super travail. Là-dessus, dans le domaine viticole, je vois déjà ce qui se passe ici en Anjou, je vois la façon dont ça gagne en Touraine. On commence à avoir une multitude de petits domaines qui travaillent vraiment bien, puis qui sont des gens qui sont complètement sensibilisés à ce problème, effectivement. Donc on n'est plus dans cette agriculture de masse. Mais pour que ça change, effectivement, ce ne serait pas inutile que les décisions viennent un petit peu d'en haut. Soit il faut redémarrer sur un travail technique d'observation entre vignerons. C'est complètement réalisable à partir du moment où on revient vraiment en mode paysan sur des micro-domaines. Et encore une fois, on peut le faire, je crois. Est-ce que certains produits de synthèse pourraient être utilisables dans une agriculture tout à fait respectueuse de l'environnement? Ou est-ce qu'il y a un espèce de vice de péché originel qui fait que ce serait... c'est complètement inenvisageable? Ça, j'en sais rien, c'est vous qui vous pouvez répondre. C'est vous qui êtes scientifique. Non, ce que j'espère juste, c'est que si vous faites des découvertes qui sont une formidable avancée, j'espère juste que le monde bio ne va pas s'arc-bouter sur des choses qui pourraient être améliorées sainement. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Et de toute façon, il est évident... On sort d'un film sur la biodynamie. Dans la biodynamie, ce qu'il nous faudrait de façon évidente, c'est qu'on ait des thésards. Il faudrait qu'on bosse dessus, il faudrait mettre des scientifiques, il faut de l'énergie là-dessus. Et c'est évident qu'on arriverait à matérialiser certaines choses. Parce que présenter la façon dont c'est présenté, effectivement, ça paraît complètement ésotérique, quoi. Donc on est exactement au même niveau, au niveau des vignes. On fait ça avec les produits... on travaille, je dirais, archaïquement, avec nos produits simples, soufre, midi bordelaise.
il est fort possible qu'on puisse trouver quelque chose de plus adapté. Parce que c'est vrai que l'agriculture biologique devient en fait très commerciale. On en voit partout dans nos supermarchés, donc c'est vrai que tout le monde essaie de s'emparer un peu du sujet. La biodynamie, à l'heure actuelle, ils essayent de se protéger de ça parce que bon, la bio, en fait, c'est un label. La biodynamie, donc c'est une marque qui est, on va dire, plutôt privée, quoi. On est vraiment sur un côté... il y a un cahier des charges qui est un petit peu différent, justement, du label bio. Et après, c'est vrai qu'en biodynamie, déjà, on essaye de se battre pour... éviter d'utiliser du cuivre et du soufre. Les recherches sont plutôt justement dans la non-utilisation de tous ces produits. Après, d'utiliser en plus dans l'agriculture biologique des produits qui sont peut-être d'origine un peu chimique, je ne sais pas. Je pense que, en tout cas, les gens qui travaillent en biodynamie, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Les gens qui sont en biologie, peut-être, sur certains points. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, voilà. Par exemple, les brettes, là, ça fait 3 ans qu'ils font l'essai, ils ont une parcelle qui utilise en fait de la bouillie cuprique, donc en fait c'est des graines de lin qui sont macérées dans du vinaigre pendant 15 jours, qui sont ensuite broyées, qui sont remacérées dans du vinaigre, et ça veut qu'ils obtiennent une pâte, et cette pâte en fait ils la pulvérisent en même temps que du cuivre sur la vigne, et ils arrivent à des doses de cuivre qui sont de 5 grammes par hectare et par an. Donc ils étaient à 2,5 kg donc l'année dernière à cause de la grêle notamment. Et ils arrivent justement à essayer de diminuer donc justement le cuivre et le soufre qui sont quand même les produits qui sont vraiment montrés du doigt. C'est pour ça notamment que j'avais envie de les mettre dans le film parce que c'est les produits justement qui brillent, le cuivre, utilisés. Voilà. Et justement le but c'était vraiment d'arriver vraiment sur une production absolument naturelle. Et après je ne sais pas quels sont les produits justement qui sont en développement. Peut-être qu'il y a des choses. Oui, je vous remercie beaucoup de vos interventions. Vous avez beaucoup parlé de ce qui se passe avant avant la fermentation et après, une fois que les vins sont en cuve. Est-ce que certaines ne se permettent pas non plus de rajouter des petites choses, des petits... Ah non, est-ce qu'il n'y a pas une petite soupe et tout ça? Est-ce que c'est pas dangereux aussi à ce moment-là? Alors c'est sûr que sur tout ce qui est bio, on va dire industriel, on peut s'imaginer qu'il y ait certaines choses. Après, si les personnes sont vraiment en intransigeance avec elles en bio, normalement il n'y a pas d'utilisation ni de colle, on va dire, d'origine du pétrole, parce qu'il y a la polyvinyl polypyrrolidone notamment qui est mise en question, qui est d'origine... Ça permet de coller les vins, donc en fait faire sédimenter beaucoup mieux les vins, toutes les protéines et dans la cuve. Après, on a justement, c'est des vignerons qui vont plutôt utiliser donc, la bentonite, qui est une argile, qui est autorisée en bio. Alors ça, c'est parce qu'en bio, justement, il n'y a pas ce carnet des charges qui est pour la vigne. La charte. Et la charte du vin bio devrait arriver pour au plus tard les vendanges 2012. D'accord, bon, alors vous avez la réponse. J'imagine que ça limite justement l'utilisation des cols, l'utilisation du soufre. Comme en fait il y a en agriculture biodynamique. Oui, c'est un règlement européen qui va se rapprocher très fortement de cahiers des charges qu'on connaît déjà, comme celui de la FNIVAB, qui va être un peu moins sévère que Demeter. Encore moins sévère que Biodivin, parce que Biodivin, c'est encore... On peut toujours signer des cahiers des charges, d'ailleurs ça me fatigue tout ça. On s'aperçoit qu'on arrive toujours à avoir des gens qui arrivent à contourner ces règles-là. Donc voilà, le fondamental, on ne sortira jamais de l'humain, et puis bon sens. Merci pour cette parole, ça fait plaisir à entendre. Je voulais savoir si vous considérez la biodynamie vraiment comme la clé qui permet l'expression du terroir dans le vin. Oui, avec plaisir. Sûrement pas. Il y a une des bases de réponse qui a été donnée par Guillaume. Elle est issue, cette biodynamie, de Rudolf Steiner. Et Rudolf Steiner n'aimait pas le vin. Mais moi, j'aime beaucoup le vin. Alors, je suis déjà pas d'accord avec ça. Moi, j'aime bien en boire du bon et beaucoup, s'il faut. Voilà. Et donc, déjà là-dessus, non, rien que par rapport à ça, non, c'est pas une clé. Pour moi, la clé, c'est le bon sens, mais il y a plein de choses à puiser dans ce courant-là. Si c'est effectivement faire du vin, le vendre et ne pas en boire, non, je ne signe pas. Alors après, c'est vrai que sur le nom du film, la clé des terroirs, donc on se parle de biodynamie, c'est vrai, mais moi en fait la clé des terroirs, c'était plus en fait les dernières paroles qu'on a en fait à la fin du film, c'est-à-dire l'amour de la nature. Vraiment revenir en fait à des vraies valeurs, c'est-à-dire que les vignerons soient à nouveau dans les terres et pas sur leur tracteur, que les vignerons soient vraiment en fait en symbiose avec la nature et non plus complètement voilà.
C'était ça surtout, moi, la clé des terroirs, c'était ça. La biodynamie fait partie de tout ça parce que ce sont essentiellement des vignerons en biodynamie. Et après, c'est comme je disais tout à l'heure, les vignerons conventionnels peuvent avoir compris tout ça et utiliser une fois de temps en temps un produit chimique, et pourtant c'est aussi la clé.